Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Donc, comme d'habitude, si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, vous pouvez skip, il y a le chapitrage en description, dans la barre de recherche, vous avez compris le délire, vous connaissez, vous avez l'habitude, et on commence maintenant. On commence avec Tomino, la maudite de Suihiro Maruo. Alors pour ceux qui se souviennent de mes lectures, c'était au mois d'août, si je dis pas de bêtises, j'ai parlé de Vampire, du même auteur. Et je m'étais fait aussi quasiment tous ces titres qui étaient chez Imacho, enfin un seul titre donc chez Imacho, et quasiment tous les titres du Lézard Noir qui étaient encore trouvables financièrement parlant, parce que acheter manga à 50 boules, voilà. Et donc c'est un nouveau titre qui est chez Casterman, qui était l'un des premiers éditeurs à avoir été l'auteur. Et encore une fois, c'est très particulier. Alors, je parle vite fait un petit peu du bouquin. Hardcover. Alors, il y a une texture soft touch, si je dis pas de conneries. C'est vraiment un petit côté peau de pêche, vraiment velours. C'est vraiment très classe. C'est 300 et quelques pages pour 22 €. Alors, l'histoire de Tomino, on va suivre deux jumeaux qui sont abandonnés par leur mère, qui vont être recueillis dans un cirque. Mais c'est pas le cirque de Zapata avec les lions, les tigres, les éléphants, les chevaux, les clowns, les trapézistes. C'est plutôt le film The Greatest Showman de Hugh Jackman, où la femme à barbe, les enfants siamois, le nain, le géant barbu. Voilà, c'est plus ce cirque de l'étrange. Alors c'est en 1930 en plus, et il y a vraiment tout cet univers un peu étrange, bizarre. Il y a une fille qui a donc deux paires de bras et deux paires de jambes, qui s'appelle la fille à pieuvre. On voit des nains se battre les uns avec les autres, donc des petits gens, des nains qui se tapent dessus, quoi. Mais je crois que non, c'est pas un nain, c'est vraiment un enfant. Enfin, c'est un peu bizarre. Il y a un garçon qui a une jambe en moins, qui s'appelle Kakashi, parce que ça veut dire l'épouvantail, et qui fait du violon. Enfin, il y a vraiment toute une imagerie étrange, et notamment autour des enfants. En plus, il y a une imagerie qui était dans un autre de ces titres, où ils ont une marque sur le corps où c'est fait un crâne, enfin une tête de crâne, qui était dans un autre manga de l'auteur, je sais plus lequel, désolé. Et voilà, c'est vraiment une lecture vraiment très particulière. En même temps, ceux qui savent pas, c'est alors l'auteur de l'Eroguro, un des grands maîtres, même un des fondateurs, si je dis pas de bêtises, mais un des grands maîtres, ça c'est sûr. Donc pour Eroguro, pour érotique grotesque, j'avais dit gore dans ma vidéo sur Lepton Infini, j'ai dit une connerie. Et pour l'instant, le côté grotesque, on l'a, parce qu'il y a vraiment des trucs assez étranges. Le côté érotique, un petit peu, mais pas aussi prononcé. Il reste encore 3 autres tomes. Je pense que ça va monter en puissance, surtout que vers la fin du tome, déjà, il y a le personnage de Tomino commence à réellement apparaître, parce que c'est... Tomino n'est pas encore vraiment Tomino dans le début de la série. J'en dis pas plus, mais vous allez voir, c'est vraiment une lecture étrange. Si vous avez un petit peu peur de l'auteur, de ce que ça raconte, etc., son trait, etc., je vous conseille vraiment Vampire. Pour moi, c'est son meilleur titre à ce jour. Peut-être que Tomino va le dépasser, mais voilà, si vous êtes un petit peu peur de commencer une série longue de 4 tomes, de 20 balles à chaque fois, peut-être Vampire, pour moi c'est son meilleur titre. Peut-être La jeune fille au camélia, c'est aussi un très bon titre. Et Tomino, je pense que ça va être dans les meilleurs titres qu'il a fait. 17 ans, une chronique du mal. Alors je sais plus si j'ai parlé du tome 1. Je crois que je voulais faire un manga chaud dessus et finalement j'ai pas eu le temps. En même temps, vu le sujet, c'est hyper compliqué. Je sais que déjà le manga c'était plus ou moins fait un peu bâcher. Je me dis, oh, je dirais pas ça, ça m'intéresse pas, alors, sans avoir lu le bouquin. Et je sais que Naban c'était un peu justifié vis-à-vis du titre en disant que c'était pas un manga sur le viol, c'était un manga sur les gens qui l'ont enlevé. On se dit, ouais, mais on va suivre les méchants, on va essayer de les humaniser, c'est pas bien. On n'essaie pas vraiment de les humaniser, c'est vraiment plutôt. On essaie d'expliquer comment un groupe de jeunes fait des conneries, et des énormes conneries on va dire, hein, parce que c'est créé une fille pendant plusieurs jours, il l'a violée, et limite l'a torturée, hein, dans ce tome-là, il la torture, hein, il la brûle vivant. Voilà, c'est très dur à lire, hein, c'est vraiment pas une lecture plaisante, et vous allez voir dans cet épisode de mes lectures, il y a très peu de lectures plaisantes, c'est vraiment des lectures très dures, très, très sombres, très solennelles, et en fait il y a vraiment, dans la bande, il y en a un qui est effrayant, qui est immense, qui fait peur à tout le monde. Il les tabasse s'ils disent des conneries, s'ils font pas ce qu'ils veulent. Et voilà, ils ont peur de cette personne-là. Et même quand la police est là, ils pourraient dire la vérité, mais ils ont tellement peur des répercussions qu'ils ferment leur gueule. Alors qu'ils pourraient sortir du problème, mais ils le font pas. Et c'est là que le manga est intéressant. Alors c'est sûr que le sujet d'origine, qui est en plus un fait réel, prête pas à sourire. Mais voilà, je trouve vraiment le manga très intéressant pour cette approche.
Après, c'est sûr que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi, en tout cas, j'ai adoré, surtout le côté enquête qui prend un peu plus d'importance, parce que l'étau se resserre. Et vu que l'étau se resserre, tu sens que les différents jeunes commencent à douiller. Et j'aime bien en plus, c'est que même les gens qui sont autour de lui les considèrent mal. Genre, tu t'en vois un, genre il tabasse ses parents, mais c'est n'importe quoi. Genre, tu te dis, voilà, il y en a un qui sait que le chef de la bande c'est un connard, et lui dit, pas de conneries. Sinon, je viendrai. Et il dit, t'inquiète pas. Et c'est trop bien, hein, franchement, je vous conseille. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé, mais 17 ans, une chronique du mal, c'est super bien, c'est à lire, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ça, c'est sûr et certain. Jagan, tome 11, alors j'ai l'impression que le tome 10 est sorti il y a très longtemps, j'ai très peu de souvenirs du tome 10, je me souviens toujours de Dealerland, donc du mec qui a pas de visage, de l'ogre noir et du Tengu, mais j'avoue que j'ai relu vite fait le petit résumé pour me remettre un peu l'histoire en tête, et j'avais totalement oublié qu'il y avait l'homme arbre qui était en fait le fondateur de Dealerland, ça j'avais totalement oublié, donc maintenant Jagaseki veut toujours battre cette organisation de crapadingue, enfin je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus le mot en plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu Jagan que j'ai même plus le terme qu'ils emploient pour employer les gens qui sont fous. Donc il va y avoir une grosse baston entre, comme il dit, hein, il y a Jagaseki, enfin Jagan d'un côté, ses deux alliés contre le No Face et ses deux alliés, et alors j'avoue que j'étais hyper surpris que Ogre Noir soit le flic qui pouvait devenir hyper dur, et alors en fait j'ai refeuilleté vite fait le tome 10, la fin, et en fait c'était hyper cramé parce qu'il y a une scène où tu le vois bouffer une mine de critérium, qui était donc ce que faisait le flic tout le temps pour devenir résistant. Donc grosse baston contre lui, il y a une grosse baston contre le Tengu, et on explique un petit peu ses origines qui sont hyper intéressantes. Et il y a aussi l'arrivée de Airi qui rencontre enfin Jagan, parce que ça faisait, je sais pas, au moins 5 tomes qu'on la voyait, je comprenais pas encore trop l'intérêt de ce personnage-là, qui niquait avec tout ce qui bougeait, et voilà, je comprenais pas trop. Il rencontre Jagan, enfin Jagasaki, et je suis un petit peu gêné par ce tome parce que il y a 2 scènes de fellation. Et quand je le dis, c'est pas genre c'est suggéré, genre ça commence, on voit pas la fin. Tu vois vraiment le personnage compresser ses seins, alors il fait même une branlette espagnole, hein, compresser ses seins et lécher, enfin tu vois toute la scène. Et c'était pas plastifié. Ça m'a un peu gêné de me dire, il y a quand même des scènes assez explicites, et même totalement explicites, hein, qui sont pas suggérées. Il y en avait déjà un petit peu avant, mais j'avoue, pourquoi c'est pas plastifié? Parce que là, j'avoue que, je sais pas, il y a quelqu'un de, qu'on s'appelle SOS, Famille de France, etc., qui voit ça, il pique une crise. Alors, c'est marqué derrière, attention, public averti, mais c'est comme écrit très petit. Et je pense, hein, après, bon, c'est que mon avis de lecteur, hein, je suis pas éditeur, etc., hein, je suis pas dans le monde de la presse. Peut-être qu'être plastifié, ça serait quand même plus judicieux. Moi, je m'en fous, mon libraire me le fout plastifié ou plastifié, je m'en fous. Moi, je sais que je suis le public visé, je sais que ça va pas me choquer. Mais imagine que t'as un gamin de 8 ans qui ouvre ça, qui pense que c'est un truc trop bien, parce que, honnêtement, ça fait quand même shonen super classe, Jagan. Ça fait pas un truc hyper mature, même si c'est un truc un peu effrayant. Un gamin de 10 ans, il voit ça, il tourne la page, il voit Airi, il se dit waouh, qu'est-ce que j'ai lu. C'est comme si tu lui passais un berserk arc de l'éclipse. Voilà, tu vas le traumatiser à vie, là, le gamin. Tokyo Alien Brother, alors c'est le tome 1, mais j'ai lu les 3 tomes, et c'est une super série, c'est de Keigo Shinzo. Alors j'avais déjà lu d'autres œuvres de ce monsieur, j'avais surtout lu ces 2 one-shots qui sont Au Lézard Noir, qui sont Holiday Junction, qui était un recueil d'histoires courtes, et il y avait l'auto-école du collège Moriyama, qui est là un one-shot sur une auto-école et d'autres choses, et des relations humaines. Le style est assez différent de Tokyo Alien Brother, voilà, donc, et en fait, alors, je voulais me faire Tokyo Alien Brother depuis très longtemps, et en fait, depuis que Mauvaise Herbe était édité chez Les Arts je me dis, il faut absolument que je commence ce titre avant de commencer Mauvaise Herbe, et surtout, j'ai vu que Mauvaise Herbe se terminait dans un tome, il reste, c'est 4 tomes en tout, je crois, donc le prochain tome chez Les Arts c'est le dernier, donc je dis, il faut absolument que je m'achète les 3 tomes, c'est fait, j'ai tout dévoré, c'est trop bien. Alors, maintenant que je vous ai fait un long laïus sur l'auteur et ses différentes histoires, Tokyo Alien Brother, qu'est-ce que c'est? En fait, on va suivre 2 frères, forcément, qui sont des aliens, forcément, qui vivent à Tokyo. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est plus subtil, c'est qu'en fait, c'est des 2 aliens qui font partie d'un peuple qui veut plus ou moins conquérir la Terre, et donc ils envoient 2 frères qui vont s'infiltrer parmi la population et comprendre les coutumes. Est-ce que oui ou non on peut s'infiltrer? Est-ce que oui ou non on peut envahir? C'est un peu des Skrulls, quoi. Et en fait, tu les vois un petit peu découvrir les coutumes japonaises.
on pourrait limite dire c'est le manga des weebs. Voilà, c'est deux Américains, deux Européens qui viennent au Japon, qui font les weebs, qui découvrent le truc. Bon, même s'ils ont du très japonais, voilà, ils découvrent les coutumes locales, ils découvrent un petit peu les traditions, les relations humaines. C'est vraiment super cool, c'est vraiment un super titre qui est très rafraîchissant. Et bah, maintenant, j'ai vraiment envie de me faire Mauvaise Herbe qui a l'air de trancher radicalement parce que d'après le synopsis, c'est quand même l'histoire d'une fille dont les parents sont morts, ou etc. Il y a un flic un peu désabusé. Bon, Mauvaise Herbe me tente, j'en parlerai sûrement prochainement sur la chaîne quand le quatrième tome sortira. Mais voilà, si vous cherchez une petite histoire courte, alors c'est vrai que ces tomes un peu chers, ils sont à 13 €, mais franchement ça vaut le coup. Si vous êtes tenté de découvrir l'auteur, Tokyo Brother, c'est franchement, là pour l'instant, c'est son meilleur titre. J'ai adoré le Daily Junction parce que c'était des histoires courtes. L'auto-école, c'était sympa, mais un peu moins. Mais j'avoue que Tokyo Brother, pour l'instant, pépite. Et j'ai hâte de lire Mauvaise Herbe. Prisonnier Riku, tome 36 sur 38. Plus que 2 tomes. Et dédicace à Otakult qui a enfin commencé la série. Je crois qu'il a les 10 premiers tomes. Mec, t'es pas prêt. Clairement, t'es pas prêt. Les derniers tomes, c'est une folie sans nom. Alors, voilà, maintenant je vais spoiler, donc casse-toi si t'as regardé la vidéo. Donc il reste plus que 2 tomes de la série, on est vraiment dans les dernières lignes droites. Notamment, trop classe. Riku, trop classe dans ce tome-là. La scène où il dit ouais, il faut que la valve, on la fasse exploser, etc. Mais le problème, c'est que faut que la personne qui tienne le levier n'ait pas de pouls, donc soit mort. Et Riku dit, Renoma, tu vas me donner un putain de coup dans la poitrine, mon cœur il va s'arrêter et on va gagner. Le mec, il a 10 ans, il dit ça, putain, non, mais il a des grosses coronesses, cet enfant. C'est trop bien, non, franchement, Prisonnier Riku, ça respire la puissance shonenesque, c'est trop bien. Si vous n'avez pas encore commencé, allez. Et en plus, Akata est en ce moment en train de rééditer, enfin réimprimer plutôt, les tomes. C'est le moment où jamais il faut se procurer les tomes. Nine Live Man, un amour à sens unique, aux éditions Mao, qui est un nouvel éditeur qui est arrivé en 2020, si je dis pas de bêtises. Je suis assez surpris, dubitatif par ce titre, surtout la tournure. Mais d'abord, de quoi ça parle? En fait, on suit un jeune avocat qui est ici, qui est donc un avocat, un juriste, et qui était en fait au lycée, si je ne dis pas de conneries, amoureux de cette fille-là. Et en fait, au-dessus de sa tête est apparu un œuf, et en fait, à chaque fois qu'il avait un crush, il commençait à avoir des sentiments pour elle, le chiffre baissait au fur et à mesure. Aujourd'hui, il est adulte, il est dans une agence, enfin dans un cabinet de juriste, et il lui reste plus que 3 vies, enfin 3 cœurs. Et il revoit cette vie qui est maintenant adulte, et il y a les sentiments qui reviennent, et il se passe des choses. Et, alors, spoiler, hein, désolé, je raconte la fin, mais je m'attendais vraiment à ce que le manga se termine sur ils finissent ensemble. Et... non, voilà, je sais pas trop ce que voulait raconter l'auteur. Moi, j'avoue qu'il y a le côté sentiment, amour, on s'éloigne, on se rapproche, etc. Mais j'avoue que c'est le genre d'histoire où tu dis, ils vont finir ensemble, ils vont se tenir la main, comme un film à l'eau de rose à la con qu'on a sur M6 à 14h. Ben non. Alors, c'est assez surprenant, donc c'est intéressant, mais j'avoue que c'est un peu frustrant aussi d'aller jusqu'au bout d'une lecture et de dire, le héros, il rentre brocouille, quoi, non, je veux pas ce genre de lecture, moi je veux m'évader, je veux combler mon manque affectif dans un manga, quoi. T'imagines, tu finis The Kata-sensei que tu plais, et le héros il finit tout seul, célibataire, les 5 sœurs à son mari avec d'autres mecs, t'es frustré, quoi. T'es sur ton lit, tu te dis merde, attends, moi j'avais un FC, CFC s'est cassé, quoi. Non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça les mangas. Donc, un peu surpris par la tournure du manga. Après, franchement, je vous conseille, c'est vraiment assez intéressant. Mais voilà, très surpris, surtout la deuxième partie où on suit un autre personnage qui n'a rien à voir avec le héros de base. Et encore une fois, très surprenant cette histoire et cette tournure. Donc, c'est un manga surprenant, mais j'avoue, je m'attendais pas à ça. C'est pour ça, en fait, je m'attendais vraiment pas à ce genre de lecture, ce qui fait que je suis un peu déconcerté. J'arrive pas à dire si c'est trop bien ou si... En fait, non, c'est nul. je sais pas, voilà, c'est un peu bizarre. Et surtout que, la prochaine lecture m'a fait encore plus reconsidérer ce titre. Qui, forcément, t'as un truc très bon et un truc bon. Le truc bon paraît moins bon. Et donc, on va en parler tout de suite. Et c'est My Broken Mariko, qui était un one-shot d'édition Kiun, qui est déjà trop bien. Alors déjà, rien que l'édition, alors on a un petit papier qui est un petit peu, je crois que c'est du papier gaufré si je dis pas de conneries, mais peut-être que je dis une bêtise, hein, j'y connais rien, avec un petit effet relief sur le titre. C'est un grand format, enfin un peu plus grand qu'un manga classique. Là par exemple, par rapport au prochain manga dont on va parler, voilà, c'est un peu plus grand. Je pense que c'était un Lovecraft, qualitativement énorme. My Broken Mariko,
c'est pas un manga qui prête à rire. Si j'ai un grand sourire en disant ça. C'est en fait, on suit Tomoyo, qui est en couverture, dont sa meilleure amie, Mariko, est décédée. Elle l'apprend aux infos, et qu'une envie, c'est de récupérer son de sa copine, récupérer avec elle, et de faire un plus ou moins road trip, voilà, de trouver une sépulture décente à sa copine. Parce que, en fait, on va avoir plein de flashbacks en même temps que le road trip, où on découvre que Mariko, étant gamine, s'est fait lyncher par son père. Et que, voilà, il l'a tabassé, sa mère l'a quitté. Sa mère a quitté son père et donc l'a abandonné. Que plus ou moins elle a subi des sévices sexuels de son père. Et en fait, on va suivre plus ou moins la vie de Mariko un petit peu à travers les flashbacks, où elle avait un copain qui la tabassait, et à un moment, il y a une scène où elle dit non, mais tu sais, je pense que j'aime bien que les gens ils s'occupent de moi, ils me tabassent, ça me fait du bien, ça me fait sentir vivante. Et waouh, il y a des scènes qui sont hyper tristes, mais elle a un grand sourire, donc tu sais pas, tu te dis merde. Je dois être compatissant, je dois être content pour elle, je sais pas. Et même ce que vit Tomoyo, tous les événements qu'elle va vivre, donc avec les sons de sa copine, des fois t'es hyper contente pour elle, mais en même temps tu te dis ouais, mais ta copine elle est morte, comme c'est chaud. Et t'as tout ce sentiment d'allégresse, tu sais pas si tu dois être content, triste, tu sais pas si tu dois rire ou pleurer, tu sais pas si tu dois avoir une lame de joie ou de tristesse, et c'est hyper intéressant comme titre. Alors déjà, graphiquement, l'auteur c'est un bijou ce qu'il a fait, mais c'est vrai que toute l'histoire. Il y a un double sentiment qui est tout le temps là, et c'est hyper étrange, c'est vraiment super bien. Et en plus, j'ai appris ça dans un live, etc. On a des petits bonus, alors je les avais vu les bonus, mais je pensais que c'était dans l'édition de base. On a un interview de l'auteur qui est exclusif à cette version. On a le premier one-shot de l'auteur, donc c'est une vingtaine de pages qui est à la fin, exclusif aussi à l'auteur. Franchement, que demande le peuple? Prenez ça, c'est un super one-shot, très clairement, il va sûrement être dans la bataille de mon top 10 2021. Même si ça va être très dur parce qu'on est qu'au premier mois, il y a énormément de bonnes choses. Et on vient à peine de commencer, il faudra vraiment que je m'en rappelle. Mais ça, faut que je me souvienne que c'était trop bien. En tout cas, allez prendre. C'est un super one shot. Si vous devez prendre un one shot ce mois-ci, c'est ça. Le mois prochain, c'est Burn the Witch. Mais ce mois-ci, c'est My Broken Mariko. C'est trop bien. On continue avec Kyun avec César. Alors j'avais acheté les 3 premiers tomes en 2020. Je me suis racheté les tomes au fur et à mesure au mois de janvier pour compléter la série. Alors, la série n'est pas terminée, elle est en pause. Alors il y a un tome par an, c'est un petit peu comme comment s'appelle Right Story, où c'est des mangas historiques où tu as un tome par an. Et je crois que pendant très longtemps, il y a eu 5-6 ans où il y a eu 0 tome de sortie, parce que l'auteur a fait pas mal de recherches. C'est un manga très bien documenté sur l'histoire de César Borgia. Donc ceux qui se souviennent de Assassin's Creed 2, c'est le fils du méchant, et donc c'est le grand méchant de Assassin's Creed Brotherhood, on est à Rome. Et donc moi j'aime beaucoup cette période depuis Assassin's Creed 2, je me suis beaucoup un peu renseigné, j'ai vu des séries, j'ai lu des BD autour de cet univers florentin, l'époque de Rome, la papalité, etc. J'avais beaucoup aimé la série Canal+, Borgia, avec l'acteur qui jouait dans Gotham et qui jouait aussi dans The Wire, qui faisait le pape Borgia. Et donc là, on suit vraiment son fils César. Donc, et alors, en plus, je parle de ça, le manga commence hyper loin dans l'histoire, parce que ça commence, on est avec César qui est à Pise, qui fait ses études, qui rencontre d'autres personnes, notamment Giovanni de Médicis, qui est donc le fils de Médicis qu'on voit dans Assassin's Creed 2, qui est donc le chef de Florence. Et en fait, pendant beaucoup de tomes, il est à Pise, et en fait, dites-vous que le tome 12, c'est quasiment... Alors le tome 11, c'était la mort du précédent pape, et le tome 12, c'est le début des élections pour que Rodrigo Borgia devienne pape. C'est genre, il s'est passé plein de choses, mais pourtant, en termes d'histoire, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé énormément de choses. Enfin, quand je parle d'histoire, l'histoire avec un grand H, hein, pas l'histoire du manga, parce que je m'attendais vraiment à ce que Borgia, enfin le père Borgia qui devienne pape, ce soit les premiers tomes, et finalement, tome 12, ça y est, on commence enfin les élections, on t'explique pas mal de choses, c'est vraiment super bien. C'est un manga, alors c'est vrai que les couvertures donnent pas hyper envie, ça fait hyper solennel. Je pense que c'est aussi l'auteur qui vise vraiment un public bien précis, mais c'est vraiment super bien. Alors en plus, les couvertures, c'est les pages couleurs qu'on a en début de tome. Alors, je vais essayer de vous les montrer, si j'y arrive. Voilà, les jouets du live, c'est des super pages couleurs, des doubles pages qu'on a au début, et ça fait vraiment, il y a vraiment tout cet esprit peinture de l'époque. Il y a vraiment il y a 2-3 couvertures où c'est vraiment peinture, on dirait des peintures à l'huile de l'époque, et qui sont vraiment super belles. Donc César, si vous êtes intéressé par cette époque de l'Italie, de l'histoire, du catholicisme, c'est super bien, surtout que là on va arriver vraiment pour moi dans les meilleurs moments, parce que Rodrigo Borgia, Alexandre VI au pouvoir de la papalité, du trône de Pierre, si je dis pas de bêtises, donc du Saint-Trône,
C'est hyper intéressant parce qu'on va voir César qui va conquérir l'Italie, qui va unifier tout le bassin italien. Ça va être génial. Très clairement, ça va être génial. J'ai hâte de voir ça et de lire la suite. En tout cas, voilà, je vous conseille cette lecture. Et si vous avez kiffé César, je peux vous conseiller un autre titre qui s'appelle Le Pape Terrible. Alors, c'est une BD qui est en 4 tomes. C'est par Alejandro Jodorowsky. Dieu, quoi, le dieu de la BD. Et en fait, on va suivre Jules II, qui est le pape après Alexandre VI. Qui est genre 3 semaines après Alexandre VI. Parce que le pape qui est mort après Rodrigo Borgia, il a duré 3 semaines. Et Jules II, c'est Giuliano della Rovere qui était l'ennemi juré de Rodrigo Borgia, donc Alexandre VI. Et donc c'est une BD en 4 tomes, on va suivre ce pape. Alors, c'est très spécial parce qu'il y a beaucoup de zizi, il y a beaucoup de cucu, parce que Alexandre VI, Jules II, dans la BD, il est montré comme étant homosexuel. Alors je sais que dans la série Borgia, il était aussi, de Canal+, hein, il était aussi montré comme homo, peut-être que c'est vraiment un fait historique, il était gay, et donc il y a beaucoup de scènes de sodomie, où le pape il est à poil, il est en train d'enculer les gens, notamment ce jeune homme qui est sur la couverture. C'est vraiment super intéressant, ça m'a beaucoup plus fait penser à la série Borgia. Parce que là on est vraiment dans les complots, les magouilles, ma fille, t'as réussi à avoir un genre, ma cousine, t'as réussi à avoir machin truc, elle est belle, on va la marier au duc d'Espagne, comme ça on se raille avec le duc d'Espagne, toi tu vas niquer machin, tiens toi je te donne le truc de bidule. On dirait CK3, voilà, c'est Crusader King 3, etc. Vous connaissez le jeu. Si vous ne connaissez pas, franchement, c'est un super jeu, moi j'aime bien. Voilà, le Pape Terrible, c'est vraiment cool, c'est en 4 tomes. On va donc suivre le Pape della Rovere, Giuliano, Giovanni aussi, je crois, c'est Giovanni ou Giuliano, je sais plus. Mais voilà, c'est vraiment cool. C'est pas le meilleur titre de Jodorowsky, mais il me faisait de l'œil depuis très longtemps. Et il y a la couverture de tome 4 où tu le vois à poil, en milieu de nulle part. Enfin, c'est vraiment cool. C'est un super titre, complot, etc. Que je trouve un peu plus intéressant que César au niveau complot papalité, et en même temps César s'attarde vraiment sur le personnage de César Borgia et le côté le pape, etc. vient commencer dans le manga, là où le Pape Terrible, on est vraiment les pieds dedans. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.